Bonjour, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur le site de la Foire du Livre. Nous avons la grande chance aujourd'hui d'accueillir 3 auteurs et autrices qui sont vraiment le renouveau de le genre imaginaire en Belgique francophone. Anne-Sophie De Vries signe un premier roman, biotaniste, qui s'intéresse au rôle tout à fait particulier des sorcières dans un convent, dans une atmosphère un peu post-apocalyptique. Damien Snijers nous revient avec Ex-Dei après la stratégie des As. On se trouve donc dans un univers quasi victorien où un elfe et une jeune femme avec des pouvoirs télépathes vont avoir maille à partir avec une force assez néfaste. Et enfin, nous avons Katia Lanerosza-Mora pour le premier tome de La Machine, où 2 frères seront plongés dans un univers imaginaire qui rappelle fortement la guerre civile en Espagne. Merci à nos 3 invités d'être avec nous. Particularité aussi, ils sont tous les 3 publiés par ActuSF. Damien Snijers et Katia Lanerosza-Mora dans la collection 3 Souhaits, Anne-Sophie De Vries dans la collection Naos, qui est une collection young adult, mais on le verra finalement, ça n'empêche pas aucun des 3 récits d'être particulièrement fouillé et nous procurer beaucoup de plaisir de lecture. Ma première question à vous 3, c'est de savoir quelle a été l'intuition de départ pour construire ce texte. Est-ce que c'était une image, une phrase, un déclencheur peut-être qui vous a donné envie de faire cette fresque-là et cet univers-là? Moi, je savais que je voulais terminer mon prologue sur si jeune pour devenir sorcière et puis poser les jalons de quelque chose d'un peu steampunk et de complètement post-apo, et aussi voilà, d'amorcer l'univers pour que ça rende un peu curieux sans forcément rentrer dans des grandes explications. Mais comme je suis jardinière, je n'ai pas vraiment construit le début de mon histoire. Je me suis laissée porter par mes personnages, donc je ne peux pas dire que j'ai vraiment construit le début comme quelque chose de conscient et de délibéré au départ, en tout cas. Donc ça veut dire que tu as d'abord écrit le prologue, Ouais. et puis après tu as regardé le potentiel, et tu as fini par cette phrase Oui. qui t'a lancé sur la suite. Oui. Moi, c'est un petit peu la même chose, dans la mesure où je suis un petit peu jardinier aussi. Et donc, pour le premier tome, cet univers-là, il est venu un peu petit à petit pendant l'écriture du premier chapitre, que j'avais écrit comme une sorte d'atelier d'écriture avec une amie. Et donc, tout était parti de la première phrase, en fait. Et au fur et à mesure que j'ai écrit le chapitre, j'ai commencé à découvrir, ok, on est plus ou moins dans cet univers-là. Et c'est seulement à la fin du premier chapitre que j'ai décidé que ça allait être une sorte de 19e siècle imaginaire. Mais sinon, avant ça, au début, en commençant, j'avais aucune idée de où j'allais. Ça va, je me sens moins seule. Donc dans le cas d'Anne-Sophie, l'univers des sorcières. Dans le cas de Damien, pour cette première scène de la stratégie des As, c'est une scène de taverne, si je me souviens bien, cette première phrase. Et pour Katia, qu'est-ce qu'il en était pour peut-être cette intuition de départ, la petite étincelle du début? Alors il y a quelques années, j'avais commencé de manière jardinière pour une fois, parce que moi je suis d'un autre type d'écrivain. Je construis beaucoup, mais pour m'amuser, j'avais commencé à écrire de manière intuitive un univers, je l'ai laissé reposer, et puis j'y suis revenue une fois que les ombres des vers sont sorties, et là je me suis rendu compte, mais en fait, je suis en train de parler d'une guerre civile au final. Et je me suis rendue à l'évidence qu'en fait la guerre civile fait partie de mon histoire, puisque c'est l'histoire de mes grands-parents qui étaient enfants, bébés, quand la guerre civile en Espagne a éclaté. Et donc ça a été vraiment les histoires qu'on me racontait dans mon enfance pour que je mange, pour que je m'endorme, les histoires rocambolesques de ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre civile et pendant la dictature en Espagne. Et je me suis dit, eh bien, allons-y franchement, j'allais dire franco, allons-y franchement, prenons cette thématique et ce sujet que je sais que je porte depuis toujours, et je me suis toujours trouvée trop immature pour l'aborder en écriture. Mais là, je me suis dit, et si je le mêlais d'imaginaire? Et c'est comme ça que j'ai créé le monde autour du parti politique La Machine, PANIM, qui a eu des résonances très fortes avec l'Espagne. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup amusé dans ton incipit, c'est la citation au départ.
Et au début, je l'ai relu 3 fois et puis je me suis dit, non, en fait, ça fait partie du bouquin, c'est pas une citation d'un bouquin qui existe. Ah oui, non. Mais je me suis fait vraiment happer par ça au départ. Ah, génial. Donc c'est un incipit d'une figure particulière dans le roman. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus de ce point de vue-là? Donc le monde de Panim, le pays, le royaume de Panim, qui est une toute jeune république, voit émerger un parti politique qui s'appelle La Machine, qui rêve de l'égalité sociale. Un parti des travailleurs, un parti des paysans, des mineurs, qui s'appelle les ongles sales dans la société, et qui est porté par une personnalité féminine qui est Amaya Magister, et qui est un peu comme la Passonaria, colporteuse de cette philosophie. Et donc, effectivement, mon roman s'ouvre par une citation d'Amaya Magister qui proviendrait de son manifeste pour la machine et pour un monde plus égalitaire. Dans le roman de Damien, il y a aussi un faux début, j'ai envie de dire, aussi en début de texte, il y a, enfin pas un faux début, mais il y a une lettre qui commence à camper, enfin dans l'exDI, je veux dire, qui commence aussi à camper les personnages en présence et le fait qu'on va retrouver des personnages. Est-ce que ça crée le lien justement avec la stratégie des As? C'était là justement pour raccrocher. Quel statut quel statut a cette lettre finalement En fait, moi, les lettres, elles étaient surtout là parce que il y a une relation assez forte entre deux personnages. Qu'on peut renommer pour les gens. Oui, James et Marion, donc. Oui, oui. Mais dans l'histoire en elle-même, en fait, pendant toute une partie, un personnage n'en parle pas énormément, tandis que l'autre en parle davantage, donc Marion en parle moins que James. Et je me disais que ça pouvait être intéressant parce qu'elle a une histoire déjà qui est très prenante, donc qui occupe déjà beaucoup son esprit, donc ça me semblait pas super logique de vraiment inclure James dans sa narration. Et donc du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de voir ce que Marion écrit à James, et d'avoir leur correspondance épistolaire comme ça, pour combler un petit peu ce trou, je sais pas. Ça pose d'emblée leur relation. En plus, du coup, on sait qu'ils ont gardé contact dès le départ, ouais. Et donc ça donne des clés pour comprendre la suite dans ce sens-là, quoi. Ouais, et que du coup, même si elle en parle moins, on sait que c'est quelqu'un qui compte pour elle. C'est ça. Et la scène d'après est plutôt une scène drôlatique, ou en tout cas tragicomique, j'ai envie de dire. Je me suis dit que donc ça commence par une sorte de divorce, une rupture. Je me suis dit que c'était tellement drôle de commencer un bouquin par une rupture. Est-ce que pourquoi pas? Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Je sais que ça a pu peut-être déstabiliser certains lecteurs, et je trouve que ça amène l'humour, en tout cas, qui est une caractéristique du texte de façon générale, des choses qui sont désamorcées, parce que ce personnage de James, qui est donc un elfe, a sacrément du bagou, mais c'est un peu un gentleman cambrioleur, quoi. Il en fait sa tête. Ouais. Voilà. Pas dans cette partie-là, puisque dans la partie précédente, dans la stratégie des As, il était moins gentleman et plus cambrioleur. Maintenant, il est un petit peu plus gentleman et un peu moins cambrioleur aussi. Et donc aussi, oui, pour la scène de rupture, en fait, je me suis rendu compte. En fait, je trouvais que c'était intéressant de voir qu'il y avait toujours deux parties dans une rupture, et que même si pour la personne qu'on quitte, c'est très difficile, mais en fait pour la personne qui quitte, c'est pas simple non plus, en fait. Et donc je pense que peut-être tout le monde a pu expérimenter le fait de devoir quitter quelqu'un. Et je trouvais qu'il y a plein de sentiments qui se mélangent en même temps. Donc la personne en face on peut avoir l'impression qu'elle est hyper énervante et on n'en peut plus de ces personnes-là. Et en même temps, on peut être aussi hyper touché par ce qu'elle peut dire et par ce qu'elle ressent et par ce qu'on peut voir. Et donc j'avais essayé de faire un gros mélange de tout ça. Il est peut-être important de rappeler à ce stade, c'est que donc Marion quitte son compagnon Nicolas, mais Marion a une longévité qui est particulièrement impressionnante, et donc par la force des choses a peut-être tendance à se lasser un peu plus vite que la moyenne des gens. C'est ça. Donc quand on a l'éternité devant soi, ça devient un petit peu compliqué de se projeter avec une seule personne pour le reste de sa vie. Même si cette personne vous appelle mon sucre ou ma douceur, avec des battements de cils, on va dire. C'est ça.
Ce qui est évidemment très marquant dans vos 3 textes, c'est la place qu'a l'histoire, soit qu'elle soit l'histoire en marche, comme dans le cas de la machine, soit l'histoire qu'on essaye de rendre aussi neutre et factuelle de possible, comme le cercle des historiens finalement dans XDI, ou de l'histoire dans laquelle on va pouvoir voyager d'une façon ou d'une autre et tirer quelque part des enseignements, comme dans Biotaniste, où il est possible de faire pour les sorcières de faire des sauts dans l'histoire. Quelle conception de l'histoire avez-vous envie de véhiculer dans votre texte? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet aspect-là qui est vraiment central dans les 3 textes? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait d'aborder vraiment notre relation ou la relation des personnages à l'histoire? C'est une question que je suis en train de me poser là, justement pour l'écriture du tome 2, puisque je pense que je l'ai fait en 2 tomes parce que je voulais poser les bases de cette famille qui se déchire. Je voulais poser les bases de ce pays qui est en train de partir sur les bords d'une falaise, qui est en train de s'éloigner, un gouffre qui se creuse. Et aussi parce que d'une certaine manière, j'avais envie de repousser l'écriture de la guerre. Et là, je peux plus reculer, parce que c'est le gouffre qui s'ouvre sous mes pieds à moi, il est temps de plonger. Et donc, je fais beaucoup de recherches historiques, mine de rien, pour aller chercher dans ce conflit ce que j'ai envie de faire ressentir comme émotion. Et clairement, ce qui me bouleverse dans cette recherche, qui à mon avis peut s'appliquer à beaucoup de guerres civiles, beaucoup de guerres fratricides, c'est le fait que chaque personne qui y prend part, y prend part malgré elle, est touchée d'une manière ou d'une autre. Et au final, et ça me ramène à ce qu'on vit nous aujourd'hui, doit réagir, doit faire des choix sans avoir la grande image que ce qu'on découvrira par la suite par les travaux d'historiens. Et notamment les travaux d'historiens, mais qui ont des filtres, des biais, et qui est toujours revisité. Donc c'est un rapport plus dans le questionnement. Notamment, mes personnages vont se demander à quoi je collabore sans le savoir au final. Et c'est un peu la question que je me pose aujourd'hui, moi, dans notre société. À quoi est-ce que je collabore sans le savoir? Quand je commande une bouteille d'eau en plastique, que je commande une bouteille d'eau et elle est en plastique, je collabore à quoi? Il n'y a pas besoin... ce sont dans tous les petits gestes que l'on fait, qu'est-ce qu'on prépare du monde de demain? Je pense que tous les personnages de la machine sont touchés par ça aussi. L'un de vous deux, en fonction... Moi, je sais plus ou moins ce que je peux répondre à cette question. Moi, il y a 2 pans. Il y a la mémoire au niveau micro, familial, etc. Donc, toutes les questions de comment on élabore un récit et une mythologie familiale, que ce soit pour se transmettre la guerre d'Espagne ou des anecdotes qui finissent par être figées et racontées toujours de la même manière, avec les mêmes mots. Et donc, voilà, où il y a aussi énormément de biais. Donc, il y a ça, c'est un trope chez moi. C'est quelque chose qui revient dans tout ce que j'écris. Et puis, il y a aussi, alors je sais plus qui disait que les peuples qui oublient leur histoire sont condamnés à la revivre. Et donc, il y a vraiment, dans Biotaniste, l'histoire de la transmission de la mémoire, des textes qui sont utiles, ceux qui ne le sont pas. Donc, une forme de censure et aussi une transmission qui est biaisée pour, justement, faire aux gens des choses peut-être contre leur gré. Et donc, oui, la question de l'histoire, de ce qui est jugé important et à quelle que soit l'échelle. Et puis aujourd'hui, par rapport à la politique actuelle, on se demande aussi vers quoi on va, et donc rappeler d'où on vient et de se souvenir un peu du bruit des bottes. Je suis normande, il faut dire. Et dans XDI, ça joue toute son importance, puisque une partie des personnages va vouloir rester le plus neutre possible, mais est-ce qu'on peut être tout à fait neutre par rapport à l'histoire? Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer dans la suite. Je suis en train d'écrire pour le moment. Donc pour le moment, l'aspect historique, pour moi, ça a été plutôt un prétexte dans l'écriture des 2 premiers, parce que s'il y a une esthétique, il y a aussi des paramètres à prendre en compte qui sont intéressants pour écrire une histoire, comme le fait que si on écrit une histoire qui se passe il y a 200 ans, on n'a pas de téléphone portable, on n'a pas plein de trucs, on n'a pas d'aspect technologique. Mais par contre, donc oui, pour le moment c'était plutôt un prétexte. Maintenant, dans le prochain, j'aimerais bien aborder un petit peu la question de plutôt un contexte de révolution. Donc là, je suis en train de regarder un petit peu comment est-ce que les révolutions dans le passé se sont passées.
Et donc là, ce sera un peu différent. Donc, ici, je passe d'un contexte d'histoire plus prétexte à quelque chose d'un peu plus... Quand je disais que l'histoire est quand même présente, même si effectivement ça sera probablement, comme expliqué à l'instant, développé par la suite, il y a tout de même, je pense, de la part d'Anselme, à une des réunions, l'idée que nous ne racontons pas l'histoire du point de vue ni des perdants ni des gagnants, nous restons d'un point de vue... et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose d'important en regard des deux autres textes, puisque dans la machine, il y a toute une hiérarchie sociale entre... les Sangrazoul et tous ces paysans mineurs, etc. La question du pouvoir dans Biotanis, elle a aussi son importance, elle a aussi été générée par l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut en dire, par exemple? Et puis, je laisserai Katia rebondir sur cette La notion du pouvoir dans Biotaniste. Est-ce que, peut-être pour le dire autrement, parce que j'avais pensé à cette analogie-là, est-ce que dans vos romans respectifs, le savoir est aussi une incarnation du pouvoir? J'ai l'impression que le savoir a une grande chance. Ceux qui possèdent le savoir ont peut-être quelque part les clés en main. Moi, j'étais très marquée quand on étudiait l'histoire à l'école par le rôle des couvents, des moines copistes et du fait que, en fait, tout le savoir était enfermé dans un seul lieu et pas nécessairement partagé, et qu'en fait, oui, partager le savoir était le fait du pouvoir en place. Et rien qu'apprendre à lire et rendre l'école obligatoire, c'est une façon aussi de partager le savoir, mais il faut pour ça que le pouvoir en place le permette. Et donc, oui, mes matriarches en place ont une vision bien à elles de la manière de capturer le pouvoir à travers le savoir, effectivement. Et je pense à des réflexions de personnages. Je pense que Olympe, combien de fois avait-elle éprouvé le sentiment de n'être qu'un réceptacle, qu'un pion modelé selon des enjeux qui la dépassaient? C'est l'idée d'être balayé par des choses plus grandes que soi, par des enjeux plus grands que soi. Oui, c'est ça, d'être utilisé en fait. Donc, on les valorise à leur niveau, et en fait, il y a un plafond au-delà duquel ils voient pas, et ils se sentent à certains moments complètement manipulés, sans nécessairement savoir à quoi. Ça rejoint ce que disait Katia sur, en fait, qu'est-ce qu'on sert et vers quoi on tend à chaque acte qu'on pose. Et surtout quand on est cantonné, donc mes personnages, il y en a qui sont chasseresses, il y en a qui filent, qui voyagent dans le temps, et donc chacune a un type de pouvoir, un type de métier dans lequel elles sont cantonnées, et alors du coup on voit pas forcément tout ce qui se passe au-delà de ça, et ben oui, c'est une forme d'aveuglement en fait. L'idée de ne pas avoir la chaîne complète permet de ne jamais peut-être s'interroger sur ses propres actes et sur l'impact peut-être de ses propres actes. Tout à fait. Si on repense à la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu la justification de certaines personnes qui, sans être SS peut-être, ont commis des choses qui ont abouti à d'autres choses. Et Katia ou Damien, comment le savoir s'incarne dans vos deux textes et quel impact ça peut avoir sur les personnages? Moi, ça c'est vraiment une de mes thématiques, dans la mesure où j'ai deux catégories principales de personnages de caste, de classe qui incarnent un petit peu ça. Donc j'ai les mages qui ont tout le savoir magique et qui le dispensent au reste de la société selon leur bon vouloir. Et donc du coup, ils vivent dans leur coin, ils ont tout le pouvoir qu'ils veulent au vu et au su de tout le monde sait que c'est eux qui détiennent le pouvoir. Ils pourraient changer la société s'ils le voulaient, mais le fait de distiller ça avec des améliorations un petit peu au fur et à mesure fait qu'ils restent vraiment détenteurs de ce pouvoir-là. C'est pour ça que le pouvoir politique, par exemple, de la ville, j'en parle quasiment jamais, puisque c'est vraiment eux qui détiennent le pouvoir. Et j'ai aussi d'un côté le pouvoir du cercle, puisque le cercle des historiens, eux, détiennent vraiment un énorme savoir. Et eux sont inconnus du grand public, mais en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont immensément riches, ils ont un réseau partout dans le monde, d'informateurs, de tout. Et en fait, même s'ils ont l'air plutôt anodins, en fait, le fait qu'ils aient tellement de connaissances fait que ils seraient aussi
des personnes qui pourraient décider ce qu'elles voudraient dans le monde. Maintenant, elles décident de ne pas le faire, mais le pouvoir, c'est juste du potentiel en fait qu'elles ont, contrairement aux mages qu'ils utilisent. Sauf pour la météo. Non, mais ça c'est les mages aussi. Oui, mais... non, ça peut elle est pas un peu de bancale, temps en cette météo. temps, ça va pas. C'est un petit peu comme ici en Belgique. C'est mon côté belge. De nouveau, un tout petit noyau face à l'immensité de la foule, face à la masse, face aux consciences qui ont finalement peu de marge de manœuvre. Est-ce que c'est le cas aussi dans la machine? On pourrait dire ça quelque part aussi, cette dichotomie très forte. Entre le savoir et le pouvoir. Ouais. Une des choses que fait l'alliance entre le savoir et le pouvoir. Oui, l'alliance entre le savoir et le pouvoir. Une des choses que fait le Parti de la Machine, c'est des rééditions de textes classiques ou de textes de manifestes par les éditions du Rouage. C'est un petit clin d'œil à mon roman précédent, à un personnage, où on va avoir avec le personnage de Léa, par exemple, qui accueille Andrés, qui est donc le fils de la famille Nanty chez elle, et il découvre une bibliothèque de livres qui peuvent rentrer dans une poche sur du papier qui n'est pas super bien imprimé, pas de bonne qualité, et qui est griffonné en fait de plein d'écritures différentes. Donc il comprend que les livres s'échangent dans le quartier, que les gens lisent, se prêtent les livres. Et pareil pour son frère Vian quand il part au front et qu'il rencontre un autre soldat, Matisse, qui vient d'une autre caste que lui, qui lui est en train de lire un texte classique de la littérature paninienne, mais aussi dans un livre édité par les éditions du Rouage pour mettre à disposition des plus pauvres, des moins riches, ces textes qui font partie de la culture, quoi. Moi, j'en suis pas arrivée là. Ils sont clandestins, ces bouquins, ou ils sont... Non, ils ne sont pas clandestins. Okay. C'est l'idée quand même d'un savoir souterrain alternatif au savoir normé, institué et détenu quelque part. Dans tous vos romans, par contre, effectivement, il y a ça, mais si le renversement des perspectives n'était pas possible, il n'y aurait pas d'histoire, quelque part. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur un ou l'autre, sans en dévoiler trop, vous dévoilez évidemment ce que vous voulez, qui sont les personnages francs-tireurs qui vont élargir ce cadre, en fait, qui vont briser ce cadre, qu'est-ce qui va permettre justement léger ou très gros bouleversement des perspectives? Cette fois-ci, c'est pas moi qui commence. Je réfléchis en fait, parce que évidemment j'ai envie de parler des deux frères qui vont élargir le cadre à leur échelle, mais avec des conséquences. Ah oui, au final, qui sont... J'ai pas dit que ça résolvait tous les problèmes. Voilà, ils n'ont pas pour mission et ne se donnent pas la mission de sauver le monde à la Superman. Mais par contre, donc ce sont deux frères. Il y a Vian et Andrés. Andrés est un garçon hyper flamboyant qui a toujours une attirance très très forte pour la caste des ongles sales. Il est d'ailleurs très amoureux de Léa. Et puis à Vian, son petit frère, qui lui est plutôt très discret, discipliné, il trouve son bonheur dans l'armée. D'un côté, Andrés va prendre part au mouvement, va même faciliter le mouvement des ongles sales dans sa ville, puisque lui, il est d'une famille nantie. Donc il va permettre aux ongles sales d'avoir la parole dans les cercles, la parole, mais clairement pour les menacer. Il est peut-être temps de changer les perspectives, sinon on va en venir à la violence. Ça suffit maintenant de nous humilier sans cesse. Et de l'autre côté, en fait, Vian, il va se retrouver dans une armée, et donc où chaque choix qu'il va faire, mais surtout dans le tome 2, va avoir un impact sur le camp d'en face, quoi. Donc ce sont des personnes qui élargissent le cadre. Il y a Niobé aussi. Niobé, qui est un personnage de l'âge qui était une amie d'enfance d'Andrés, et qui, par la vie, se retrouve bras droit d'Amaya Magister. Donc elle aussi, elle va avoir une certaine position. Elle est plutôt passagère dans le tome 1, mais on sent qu'elle a du pouvoir et que voilà, elle a une mission de renseignement, d'investigation et d'espionnage même au sein du parti des Quatre Flèches, enfin pas du parti du camp des Quatre Flèches qui conspire en fait contre la machine. Donc ce sont à chaque fois des personnes qui ont l'air d'être des gouttes d'eau dans l'océan, mais où chaque action combinée avec les autres vont avoir des répercussions en domino.
Chez Damien ou chez Anne-Sophie, qui sont les éléments peut-être dissidents, francs-tireurs, libre-penseurs Bah moi j'ai un camp antagoniste qui est clairement un camp plus libre-penseur et qui se définit comme tel, même si au début il passe pour les méchants dans l'histoire. Et puis moi je pense qu'un des ressorts de l'élargissement, c'est aussi les secrets d'une partie des personnages qui font que soit ça les fait agir d'une certaine manière qui va avoir des retentissements à la fin, mais je peux pas en dire plus sinon je vais me tirer une balle dans le pied. Je suis dedans. Et aussi la curiosité et effectivement le côté libre penseur et donc voilà, se faire sa propre opinion des choses avant de gober tout cru ce qu'on nous raconte comme la vérité avec un grand V. Et c'est ça pour moi le moteur en tout cas dans mon histoire des péripéties. Moi, j'en ai pas vraiment, en fait, je me rends compte. J'ai des éléments qui font en sorte que cet équilibre-là, que le dominant cherche, est un petit peu mis à mal. Par exemple, dans le premier tome, quand James va voler des bouquins dans la bibliothèque des mages, et donc du coup qui l'enlève du savoir et qu'il risque potentiellement de le diffuser. Et donc du coup, là, les mages ont une réaction assez forte par rapport à ça. Pareil pour le cercle, mais c'est son intérêt personnel en fait qui prime pour lui. C'est pas une volonté Il œuvre pas pour tous, mais c'est quand même un sacré grain de sable dans les rouages. C'est ça. Pour eux, ouais. Maintenant, ce sera plus vraiment dans celui que je suis en train d'écrire pour le moment, où finalement le peuple sera, dans le cadre d'une révolution, sera le grain de sable qui mettra, enfin c'est un gros grain de sable du coup. C'est une dune. C'est ça, c'est une bonne grosse dune. Donc du coup là ça fera là, que ce soit chez les mages ou que ce soit au sein du cercle même, les gens vont devoir prendre position et se dire ok, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas continuer, on peut pas faire exactement comme on faisait avant, il va falloir qu'on change les choses, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est pas un personnage en particulier. Mais en tout cas, lui est un ressort d'intrigue malgré tout, parce qu'il lui arrive toutes sortes de bricoles, qu'il les cherche aussi. C'est ça, ouais. De façon assez avouée, voilà. J'avais envie de m'intéresser à vos personnages féminins, parce qu'ils ont des statuts différents forcément suivant vos livres. Dans Biotaniste, évidemment, le casting est essentiellement féminin. Dans XDI, c'est plus partagé. Dans La Machine, les héros principaux, c'est évidemment Vian et Andress, mais les femmes ne sont quand même pas en reste. Je trouve que vos personnages féminins sont tous assez badass, nuancés, apportent quelque chose d'intéressant. Donc j'ai envie qu'on leur rende hommage un petit peu. De qui est-ce que vous avez envie de me parler parmi vos personnages féminins, et en quoi est-ce que c'est important pour vous qu'on véhicule de meilleurs modèles de personnages féminins dans la littérature de l'imaginaire aujourd'hui? Tant qu'à faire. Moi, j'y suis allée franco puisque j'ai instauré un matriarcat dur et donc l'idée c'était pas tant de dire que les femmes seraient meilleures que les hommes si les rapports de pouvoir étaient inversés, mais plutôt de plaider pour une vraie égalité. Après, mes personnages féminins, je les aime tous bien. Il y a une critique qui m'a amusée parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait adoré détester Olympe, et j'ai trouvé ça tellement tellement chouette que même les personnages moins sympathiques soient quand même attachants. Oui, quel idéal. Déjà, pas des personnages tout blancs, bimbo. Moi, j'ai aucun de mes personnages n'est blanc, et c'est un truc auquel je tenais. Alors, soit ça passe comme une cook, et c'est tellement évident pour tout le monde que... Oui, j'ai chopé des expressions belges. Et c'est tellement évident pour tout le monde que voilà, c'est pas noté. Soit le processus d'identification est tel que de toute façon, on se pose pas la question de savoir à quoi ressemblent les personnages, parce que de toute façon, on les imagine comme on a envie. Mais en tout cas, clairement, j'avais pas envie d'avoir... des caricatures de femmes belles, super puissantes et sans aucune faille. Et je pense que Rime, donc l'héroïne avec laquelle on démarre l'histoire, est un peu comme ça. Et puis comme j'ai écrit au fil de la plume, à un moment je me suis dit mais en fait elle est pas l'héroïne de mon histoire, elle est complètement passive, elle se laisse complètement bouffer par ce qui se passe. Et c'était l'occasion d'un sursaut aussi pour ce personnage, donc moi-même j'ai eu ce sursaut et du coup je le lui ai communiqué pour qu'elle réagisse et qu'elle prenne sa vie en main. Mais voilà, je pense que les héros qui tout de suite réagissent au coup que leur envoie l'histoire,
sont trop parfaits pour être vrais. À toi? En fait, mon personnage, donc Marion, c'est un petit peu le personnage super. Enfin, elle est super belle et elle est un peu parfaite comme ça. Du coup, c'est un petit peu l'inverse. Mais c'est surtout un personnage de mon premier bouquin que, quand je l'ai écrit, je me suis dit, il y a quelque chose avec ce personnage-là que j'ai envie de développer. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon deuxième tome en écrivant ce personnage-là. Je pense qu'elle est quand même un peu plus que juste belle et badass. Mais Elle sait plein de choses, elle est super puissante. Oui, puis sa longévité aussi fait. Enfin, il y a presque mais c'est quelque ça, en fait, chose c'est de justifié l'ordre par de l'aspect vampire. Ouais. Elle est nécessairement belle. C'est un peu le. Mais c'est complètement ça, hein. C'est sympa, C'est ça. des vampires. Un roman avec une vampire moche, pourquoi pas? Ou un vampire moche, allons-y. Bah, il y en a. Prendre Nosferatu, par exemple. C'est vrai. C'est ça, mais donc du coup. On peut parler de post-Twilight. Ouais, non, on va pas arrêter. On va pas faire des vampires qui brillent, des trucs comme ça. On va arrêter ça. Ça fait plus. Et donc Marion, excuse-moi. Donc oui, c'est plus ou moins des vampires, c'est plus ou moins ça. Maintenant, en fait, j'ai aussi choisi d'écrire Marion parce que je me rends compte aussi qu'il y a une sous-représentation des femmes dans l'écriture. Que bon, que ce soit au niveau des romancières, que ce soit au niveau des héroïnes. Et il y a aussi le fait que même quand il y a des héroïnes, on se rend compte que souvent elles savent aussi les faire valoir, souvent on se rend compte aussi qu'elles parlent pas à des femmes. Que c'est, Le test de Bechdel. Voilà. Et donc j'essaie de regarder un petit peu ça et de faire dans ce que j'écris, à quel point est-ce que ça correspond ou pas et comment est-ce que je peux changer ça. Et donc j'ai essayé de faire un personnage qui soit un peu plus que simplement l'héroïne de base, quoi. Ouais, c'est intéressant le test de Bechdel pour voir si nos bouquins sont sexistes. Je me suis rendu compte que j'ai des histoires qui le passent pas du tout. Hein. Et ben moi, la machine, elle le passe pas. Rappelons-le peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce qu'est le test de... Je me souviens plus exactement des critères, mais donc le test de Bechdel, c'est un test qui détermine le degré de sexisme des bouquins et donc l'implication des héroïnes. Et donc il faut déjà qu'elles aient un prénom. Alors si elles ont un nom de famille, c'est encore mieux. Il faut qu'elles parlent à une autre femme sans parler des hommes. Et je sais plus, c'est tout. Donc qu'elles aient un prénom, elles sont identifiables, qu'elles aient un prénom, un nom de famille, en tout cas qu'on sache qu'elles aient une identité construite, qu'elles parlent ensemble et pas d'un homme. C'est ça. Ouais. Ben, la machine ne passe pas le test de Bechdel. Et ça, c'était déjà un grand questionnement de ma part en me disant je veux vraiment rester dans le point de vue de deux hommes et aussi questionner la manière dont on éduque nos garçons. Il y en a un qui est éduqué d'une manière, l'autre qui a pris... parce que les enfants prennent aussi l'éducation. Il y en a qui sont dans la révolte, les autres qui prennent. En tout cas, chez Andrés et chez Vian, ils ont eu à un moment donné, et je vais pas spoiler, mais une séparation qui fait que la façon dont ils ont été éduqués est différente. Et je voulais rester dans leur point de vue. Donc comment faire exister des femmes super ? Je me suis éclatée. Franchement, je me suis trop amusée à créer ces personnages. Oui, mais t'es coincée par la période historique aussi. Oui, mais j'ai fait des recherches et en fait, justement, c'est super intéressant parce que dans la Révolution espagnole, les femmes étaient partout. Oui, ça c'est sûr. Donc ça donne plein de ressorts pour créer ces personnages qui, pour la plupart, que ce soit Léa, l'amoureuse de Andrés, qui est porte-parole dans sa communauté des valeurs de la machine, qui est une ongle sale, que ce soit Agustina, la domestique au service de la famille, que ce soit la belle-mère. Je voulais pas d'une belle-mère marâtre, au contraire, les enfants l'adorent parce que la mort de leur mère, elle a rapporté plein de joie, elle-même elle a ses propres objectifs. Niobé, on va en parler dans le tome 2 un jour, mais voilà, j'avais envie qu'elles aient leurs propres objectifs, leurs propres enjeux, leur propre personnalité, et qu'elles soient pas effectivement des faire-valoir, mais des vrais rouages dans la femme qui t'aurait aussi. Voilà. À chaque fois, j'ai essayé de mettre, même si, par exemple, c'est marrant parce que moi, elle s'appelle Olympia, Olympe. Oui. Et la représentation de la femme, la bru parfaite, en fait, la femme douce, comme l'ordre sacré aime bien en produire. Elle t'aurait. Ouais. Et elle doit faire un choix à un moment donné. Est-ce que elle choisit
la vocation qu'on lui demande de suivre, qui est de la bonne épouse et la bonne mère, mais du coup elle va devoir renoncer au fait d'être dans la corrida. Donc c'est d'ailleurs, enfin bref, on en parlera en off, mais j'ai une scène d'ouverture avec Olympia. Mais voilà, à chaque fois j'ai essayé de contrebalancer quelque chose d'étiquette, une étiquette qui pouvait être posée à une femme par quelque chose qui pouvait contraster. Ça a bien marché chez moi. Cela dit, je trouve quand même que ton truc de départ de partir sur l'éducation des hommes, je veux dire, le test de Bechdel c'est bien et tout, mais on n'est pas obligé de le suivre tout le temps. Et l'éducation des hommes, c'est quand même une question hyper féministe. Si tu regardes, par exemple, je vois souvent passer l'image sur Facebook, protégez vos filles barrées, et en dessous, éduquez vos fils, quoi. Donc, c'est pas un problème de pas avoir... En fait, oui, effectivement, le test de Bechdel, en tout cas en série télé, c'est pour montrer la sous-représentativité des femmes à l'écran. Ouais. Donc, je me suis dit, comme Les Ombres d'Esver, c'était 2 femmes du long, je me dis peut-être que ça compense un peu. Puis voilà, les personnages sont pas du tout, les personnages féminins, même s'ils sont pas c'est pas les protagonistes, elles sont pas transparentes, elles ont des choses à dire, et le point de vue des hommes sur elles a quand même quelque chose d'intéressant. On pense à Vian qui voudrait laisser toréer Olympia par exemple, de Andrés qui est quand même fameusement admiratif de Léa et de ses combats, et qui finalement la rejoint aussi parce qu'il y a cette forme d'admiration. Donc oui, le test de Bechdel, il est très utile dans certains cas, mais je crois qu'il faut pas s'arrêter à celui-là. Voilà, s'auto-flageller dans ce cas-ci, dans le cas de la machine en tout cas. Ça m'a même à penser à vos romans aussi vont nous proposer des romances qui sont certes contrariées, mais qui s'éloignent peut-être des carcans traditionnel des romances. Est-ce que c'était important pour vous d'ouvrir aussi le champ sur ces représentativités-là, donc des représentativités LGBT, pour être assez clair? Même si c'est des personnages parmi d'autres ou plus central, ça dépend un petit peu des textes, mais de votre texte. Mais dans mon cas, c'était primordial simplement parce que je trouve que c'est un droit de pouvoir aimer qui on veut, comme on veut, tant que tout le monde est consentant, franchement, mais chacun fait ce qu'il veut. Après. Comme j'ai joué sur le pamphlet et l'inversion des genres, que je trouve très efficace, ça permettait aussi de soulever les questions de la pression qu'on met sur les femmes pour qu'elles fassent des enfants, le tic-tac de l'horloge biologique, qui est une vaste connerie, mais voilà. Et du coup, il y a une scène, à un moment où Ise, qui est une vieille bonne femme qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a parfois des idées un peu rétrogrades, qui lui dit « t'aimes qui tu veux, mais pense à ta descendance », surtout dans un monde post-apocalyptique où, mine de rien, il faut essayer de repeupler, et notamment de produire des hommes, puisqu'il n'y en a pas beaucoup et qu'ils ne survivent pas au fléau. Et voilà, moi aussi, c'était une manière de dire de souligner que la pression sur la reproduction peut être mise de façon différente en fonction des contextes, mais en tout cas de faire réfléchir aujourd'hui les lecteurs ou les lectrices sur jusqu'à quel point on les oblige à se conformer à un genre ou à des exigences qui leur correspondent pas, et le droit d'envoyer tout péter si ça leur correspond pas. Damien ou Katia, sur cette question-là? Alors, la romance sur Vian, elle est arrivée par surprise, sans spoiler trop, mais je m'y attendais pas. Donc j'ai dû réécrire le début, parce que c'est la rencontre entre 2 personnages au milieu du roman où je me suis dit, mais en fait, Vian, mais ça alors. Donc j'ai dû réécrire en amont pour y semer des choses crédibles et pertinentes, et notamment pour Andrés et Léa, j'avais envie de parler d'une romance qui se passe bien, c'est-à-dire quand on les cueille, ils ont passé la période du flirt, ils doivent se poser des vraies questions de couple, et ce sont 2 personnages qui ont envie d'être ensemble, mais pas tellement parce que c'est interdit, parce que sinon j'aurais fait des amours contrariés entre un riche et une pauvre, mais ça m'intéressait pas. Andrés quitte tout parce qu'il veut être avec elle et parce qu'il l'aime profondément, et j'avais envie que le conflit se situe ailleurs que dans leurs relations, pas en faire un ressort de conflit entre eux, quoi.
Ah, ça me rassure parce que je les trouve mignons et j'en suis pas là et je me suis dit, oh, pourvu que ça se passe bien. Bah, sache que ça va bien se passer. J'y tiens. Sinon, ils auront affaire à moi. Donc t'as aussi des personnages qui décident au milieu de l'histoire de changer de cap ou Voilà. de te révéler des trucs que t'avais pas prévus. Ah oui, ça arrive, même si je construis beaucoup, heureusement, Et t'as ça je aussi, peux pas toi, tout prévoir à l'avance. Comment ça? Des personnages qui font un peu ce qu'ils veulent. Oui, un peu tout. Enfin, beaucoup de personnages qui font un peu ce qu'ils veulent. J'ai aussi beaucoup de personnages qui sont un peu contrariés, mais en fait, moi, mes personnages, c'est un peu comme toi, en fait, où je me rends compte que, en fait, ces personnages-là, ils iraient quand même vachement bien ensemble, dis donc. Et ça peut arriver, en fait, peu importe leur genre, leur origine sociale, leur race orientation, leur race. dans ton univers. Ouais, complètement. Et donc du coup, j'aime bien le fait qu'il y ait des représentations différentes, mais pour le coup, c'est aussi un truc qui vient un peu, où je me dis, en fait, eux, ils sont ensemble, et c'est comme ça, quoi. C'est pas plus réfléchi que ça, mais j'avoue que je trouve j'aime bien d'avoir une bonne représentativité. On voit que chez vous trois, c'est si pas essentiel, en tout cas que ça fait partie des choses qui vous tiennent d'une façon ou d'une autre à cœur. On n'aura pas aujourd'hui l'occasion, puisqu'il nous reste peu de temps, d'aborder la question de sensitivity reader, mais je trouve que ça amène en tout cas à cette question-là et de voir pourquoi c'est peut-être important. Je laisse nos spectateurs du jour s'intéresser à la question, qui est beaucoup moins une question de censure qu'une question peut-être de respect ou de... Enfin voilà. Moi, j'y ai fait appel et ça m'a apporté beaucoup. Mais par contre, j'avais envie de vous interroger, puisque vous êtes tous les trois publiés dans la même maison, sur le fait de ce tout petit monde de l'imaginaire en Belgique francophone, où vous avez, dont on peut rappeler qu'il est foisonnant. On peut reparler de Cindy Van Wilder, Stéphane Plateau, Thomas Lavacherie, Sarah Doak et encore d'autres. On a l'impression que vous prenez plaisir à vous lire, vous prenez plaisir à échanger sur l'écriture. J'irais pas jusqu'à dire que c'est un Fab Lab d'écriture géant de toutes les personnes de l'imaginaire, mais on sent en tout cas que ces liens sont très forts, et je pense que ça participe au fait que la fantasy ou que l'imaginaire en Belgique se porte bien, cette forme d'entente. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire sur ces liens-là, de ce milieu, peut-être pour conclure la conversation, J'ai envie de sur dire, une note un peu pro ou enfin voilà. en Belgique, on a quand même un petit peu le truc à la bonne franquette, quoi. Et donc ici à Liège, on a des rendez-vous de temps en temps, moins avec le Covid forcément, mais entre auteurs, éditeurs et des gens qui s'intéressent à l'imaginaire à Liège. Donc forcément, c'est comme ça que j'ai connu Katia et d'autres auteurs. Et puis quand on a une foire du livre ou quelque chose, c'est pas rare qu'on aille boire un verre après. Et tout ça, donc finalement, on commence à se connaître un peu tous, et une fois que le Covid sera fini, Ah oui, on on pourra reprend. remettre ça et se faire des trucs comme ça. Mais La conception aussi, c'est j'ai l'impression, moi personnellement, quand on parle d'un, en fait, on parle de tout le monde. Ouais. Et que donc, si on a une tribune, autant faire venir les copains, les consoeurs, les confrères, pour montrer que l'imaginaire en Belgique existe. C'est déjà un genre qu'il faut tellement défendre. Mais j'ai l'impression de moins en moins quand même. De moins en moins, dont il faut parler du sérieux, de ce que ça explore comme message, comme possibilité pour demain, que ce n'est pas que du divertissement, qu'il y a énormément de choses à réfléchir quand on crée un monde. Donc, je vais pas parler de l'opposition littérature générale et littérature de l'imaginaire, parce que pour moi, en littérature générale aussi, on crée un monde. Mais disons que, effectivement, le côté à la bonne franquette et pouvoir échanger sur la pratique, pour moi qui déteste travailler seul, c'est cadeau, quoi. Et moi, j'ai découvert une partie des auteurs que je connais déjà via une plateforme de bêta lecture qui s'appelle Cocyclix. Et donc c'est comme ça que j'avais déjà croisé Katia dans des rencontres IRL. J'ai eu la chance de voyager avec Stéphane Plateau jusqu'aux Imaginales parce que on a une amie en commun et qu'elle m'a dit vous avez qu'à covoiturer. Comme on est un peu écolo, on essaye. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'idée de promouvoir aussi les copains, les collègues, et l'entraide, c'est quelque chose de primordial, que ce soit en littérature ou ailleurs.
Enfin, moi, je suis pour ne pas la jouer perso parce que je pense que ça n'apporte rien à long terme et que puis on se sent tout seul, franchement. C'est pas drôle d'être tout seul. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être aussi rajouter, alors je sais pas dans quelle mesure ça a vraiment un impact en Belgique francophone et sur vos carrières ou vos envies respectives, mais le monde de l'imaginaire, c'est aussi celui des fanfictions, où il y a des forums. Les forums sont peut-être vraiment une instance loin de la légitimation, une instance dont chacun va s'emparer à son niveau, quelque part. On va avoir une horizontalité de point de vue qui est peut-être bénéfique aussi pour que les textes naissent le plus sereinement possible, et avec bonhomie, autant de bienveillance. J'imagine bien qu'il doit bien y avoir quelques trolls au sens internet du terme, mais il y a malgré tout ces petites étincelles-là qui naissent. Perso, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Ah, C'est moi, avec le forum de Robin Hobb, il y avait un atelier d'écriture qui avait été lancé, je me suis dit tiens, pourquoi pas. C'est comme ça que j'ai fait ma première nouvelle. Et avec les ateliers comme ça, j'ai continué à écrire, mais sans les forums, sans internet, sans rien. Je suis pas sûr que j'aurais commencé. Donc, Et moi, à l'inverse, j'écris toute seule dans mon coin, et puis je suis allée sur un forum par la suite. Mais bon, je peux pas dire que j'ai rencontré grand monde puisque j'ai toujours pas vu mon éditrice en vrai. Donc, merci le Covid. On rappelle au passage que ces 3 livres sont tout neufs, ils ont quelques mois maximum, donc c'est vraiment le moment de vous en emparer aussi en librairie, puisqu'ils sont présents sur les tables. Est-ce que vous avez envie de dire un petit mot de conclusion avant qu'on se quitte, même si c'était court avec vous 3? Il me semble qu'on est tous les 3 lancés sur une suite. Pas forcément de ces romans-là, mais je veux dire sur une suite d'écriture, d'autres mondes à explorer. Et vraiment, j'espère que la prochaine foire du livre, merci pour l'organisation d'ailleurs de cette version online, mais qu'on pourra retourner autour de nos tables tous ensemble, ce serait bien. Face à un public avec les lecteurs et les lectrices. Oui. Je vous remercie infiniment pour vos échanges et donc je vous encourage tous à lire Biotanis d'Anne-Sophie de Vries, Ex-Dei d'Améen Snayer, c'est La Machine, tome 1 de Katia Lanero Zamora. Merci beaucoup. Merci Annelise. Merci.